Désirez-vous recevoir des consignes en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Parfait. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes seront considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé lorsque la période non protégée sera terminée. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'approbation du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur des sujets qui ont déjà été couverts ou qui n'ont pas encore été présentés. Ces questions devraient être abordées durant la période de questions qui va se dérouler à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je vais montrer des cartons affichant le temps restant, une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et je ferai des décomptes des 10 dernières secondes avec mes mots. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période, et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Je m'appelle Léo Leblanc. J'ai œuvré dans une grande coopérative régionale. Puis j'ai enseigné à l'Université de Moncton pour 12 années à temps partiel. Puis j'ai fait du développement économique en Afrique, puis en Amérique du Sud. Puis là, je suis consultant, semi-retraité. Puis plaisir d'être ici. Bonjour, je m'appelle Gilles Bellet. Je suis un employé du gouvernement fédéral pour l'Agence de promotion économique Canada-Atlantique, une agence de développement régional, et je suis le gestionnaire de la section de développement des programmes et de l'expertise de fournir les informations. Pouvez-vous vous assurer qu'on a bien vu les cartons de temps et la position? Donc, toute idée ayant de grandes conséquences est toujours une idée simple, disait Lev Tolstoï au XIXe siècle, un célèbre écrivain russe. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de vous présenter notre équipe. Donc à mes côtés aujourd'hui, Bastien Couvreux, Monsieur Bastien Couvreux, donc notre spécialiste et consultant en stratégie d'entreprise, Monsieur Édouard Barrel, notre spécialiste en marketing stratégique et opérationnel, et moi-même, Monsieur Axel Fischer, mon spécialiste en développement des affaires. Donc nous nous permettons aussi au nom de toute l'équipe de vous souhaiter une très bonne année 2017 et beaucoup de réussite. Et donc normalement c'est ce qu'on devrait arriver à faire tous ensemble, mais pour nous c'est aussi une année très particulière, car 2017, et grâce à vous, c'est notre 100e mandat, et ça fait déjà 12 ans que le cabinet BCF existe. Et donc, on voulait d'abord vous remercier de nous avoir donné ce mandat, et ça nous tient beaucoup à cœur. Et donc, on va pouvoir commencer, donc voir avec vous, reprendre d'abord le mandat. Donc, le mandat, quel était-il? C'était en 2 temps, tout d'abord de voir, selon des enjeux, donc apporter des recommandations aux enjeux que vous nous avez soumis dans le mandat, donc avec entre autres les barrières linguistiques, les barrières culturelles, la législation en vigueur concernant les rayons X et entre autres en Europe, le service après-vente, donc le point crucial d'après le mandat, et de voir aussi finir avec le service après-vente au niveau des enjeux, donc pour le premier temps du mandat. Et le deuxième temps, essayer de vous apporter une proposition de plan de développement d'affaires en fait, pour pouvoir aller au Mexique. Donc le Mexique qui va être une terre porteuse d'espoir pour développer ou redévelopper un business, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre présentation aujourd'hui. Donc au niveau du sommaire de notre intervention, donc l'introduction que l'on a déjà commencé et qu'on continuera avec une présentation rapide de la méthodologie de notre cabinet de consulting, ainsi qu'une présentation du contexte rapide avec des chiffres qu'on a pu récupérer grâce à votre mandat et des dossiers externes. Donc une partie d'analyse où on va mettre en œuvre plusieurs outils afin qui nous permettre de trier l'information que l'on a pu récupérer en fait dans le mandat, et donc permettre de voir
comment préparer, disons, le terrain avec les recommandations et donc voir trier la plupart des chiffres et sélectionner ce qui nous a paru le plus pertinent, donc grâce à des outils entre autres marketing et de techniques de commerce international. Donc ensuite une partie recommandation, donc là encore que l'on verra donc, découlante de la partie analyse, et donc avec différentes techniques qu'on va vous présenter rapidement en méthodologie après, et donc avec des choix que l'on va vous soumettre, et donc après une synthèse où on reprendra ce qu'on a vu avec vous et éventuellement proposer une ouverture pour la suite. Donc la méthodologie du groupe BCF, donc éprouvée déjà depuis plus de 11 ans. Donc on commence toujours quand on répond à un mandat par démystifier, disons, le contexte et en reprenant les chiffres qui nous apparaissent le plus pertinents par pays, par destination ou par projet. Ensuite l'analyse, donc dans le cas, dans ce mandat-là présent, donc on aura utilisé l'outil SWOT et les 5 forces de porteur qui nous permettent de voir, de classer les différents chiffres, voir les forces de votre entreprise, les points aussi à améliorer et aussi les opportunités et menaces de l'environnement dans lequel l'entreprise évoluera. Donc les 5 forces de porteur pour étudier l'intensité concurrentielle et d'autres points tels que la force des pouvoirs publics et voir les différentes forces des clients, des fournisseurs et les produits de substitution. Donc ce qui nous amène ensuite, une fois qu'on a analysé toutes ces informations, à une partie, disons, de recommandation. Donc avec ce qu'on appelle la méthode TS. Le TS, c'est quoi? C'est une méthode lancée par notre cabinet BCF, donc on est très fiers. Donc les techniques de scénario, on a l'habitude d'en proposer trois techniques. Et suite à notre analyse et quelques petits calculs mentaux très faciles, nous vous proposerons donc la méthode qui nous a paru la plus pertinente, enfin le scénario pardon, qui nous a paru le plus pertinent à vous proposer en guise de plan de développement d'affaires. Et donc les 5P qui est l'outil de marketing stratégique de base quand on veut se lancer entre autres dans un autre pays ou même sur un même territoire, c'est l'outil indispensable. Donc bien sûr on abordera la démarche RSE qui est un point crucial pour les années à venir et que toute entreprise se doit de respecter dans ses démarches. Et donc on a toujours l'habitude de proposer un suivi, donc après pouvoir proposer d'autres rendez-vous et voir comment a évolué le projet, s'il a été retenu ou pas, et voir avec vous ce qu'il est possible de développer pour les autres mois et les autres années. Et donc Monsieur Barren, si vous voulez bien nous présenter brièvement le contexte, s'il vous plaît. Alors le contexte. Alors, il est important pour nous de vous présenter l'environnement dans lequel vous évoluez pour que ce soit plus simple après à comprendre les différents enjeux pour lesquels on va répondre. Vous proposez des machines qui permettent le triage de certains produits. Ceux-ci sont automatisés et vous proposez des machines sur mesure par rapport aux besoins de vos clients. L'augmentation de la classe moyenne dans les pays en développement, c'est un point important dans lequel on reviendra un peu plus tard. Les échanges en B2B, c'est vous vous situez vraiment dans un commerce de type business to business. Ça aussi, c'est important. 32 ans d'existence, de belles réussites, vous avez un passé, de belles expériences. Il faudra s'appuyer là-dessus pour assurer votre pérennité et aussi continuer de belles choses pour une belle aventure. La consommation mondiale de poissons dépasse en 2016 20 kg par an par habitant. Données et notions très importantes, vous le verrez dans la suite de notre présentation. On s'est permis de mettre quelques conversions US-dollars suivant d'autres devises. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Couvreux, qui va vous expliquer un petit peu cet environnement dans lequel vous évoluez. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Monsieur Barren. Donc ici, nous avons utilisé cet outil qui récapitule les différentes forces, les points améliorés, les opportunités et les différentes menaces qui ont lieu à travers ces entreprises. Donc, à travers des forces, nous avons pu repérer une expertise solide dans la conception de ces machines tout au long des 32 ans d'existence. Ensuite, il y a un champ d'action international, c'est-à-dire que vous avez pu vendre des machines à travers l'Australie, le Japon, ici le Canada et actuellement nous visons au Mexique. Et le gros point important ici, c'est votre gestion de communication qui est très pertinente. Vous êtes déjà affilié sur les réseaux sociaux, vous avez déjà des liens sur Facebook et sur LinkedIn. Ensuite, je vais laisser la parole à M. Fischer pour les points améliorés. Monsieur Couvreux, donc au niveau des points améliorés ou des points, on peut dire, de vigilance, donc on en a noté deux principaux, donc vous remarquerez que le point en rouge est celui vraiment crucial que l'on va retenir pour la suite de l'analyse et des recommandations. Donc au niveau des ressources humaines, on a jugé qu'en fait, au niveau d'une équipe d'une quinzaine de personnes, ça allait être un peu trop léger si on a des ambitions à l'international que vous avez déjà commencé à développer. Et je pense que ça sera un point via nos recommandations qu'on va pouvoir
développer ensemble d'ailleurs, entre autres au niveau par exemple de tout ce qui pour surmonter les barrières culturelles, et linguistiques. Et donc nous pensons qu'il va falloir évidemment recruter de nouvelles personnes, c'est ce qu'on verra dans nos recommandations. C'est pour ça que les RH étaient un point amélioré d'après nous, surtout si on veut par exemple aller au Mexique, en Asie ou en Europe, c'est ce qu'on verra. Et donc pour les techniques de prospection, on a pensé aussi qu'au niveau de l'emailing, ça n'allait pas aller pour certains pays. Au niveau des négociations, si vous voulez, pour aller s'implanter là-bas, il faut qu'il y ait un contact direct et vocal et en face à face avec les personnes. Et donc l'emailing va nous apparaître peut-être trop limité. Il faudra obligatoirement avoir une équipe de prospection dédiée qui puisse forcément se déplacer sur place. Et donc Monsieur Couvreux, je vous laisse continuer avec les opportunités. Merci beaucoup. Donc au niveau de la consommation biologique en croissance, c'est un fait avéré à travers le monde actuel et vous avez déjà plusieurs machines qui répondent à ces objectifs. Il y a un investissement croissant en infrastructure au niveau du Mexique, le cas sur lequel on s'est intéressé, c'est-à-dire que pour aller au niveau du service après-vente, ça sera beaucoup plus facile, les transports sont beaucoup plus rapides, les infrastructures vont suivre au niveau de la base côtière par rapport au site de production. Le point important ici, c'est le potentiel d'affaires des pays de développement au niveau mondial. On sait actuellement que la classe moyenne est en augmentation partout à travers le monde. Il y a aussi de nombreux producteurs donc au Mexique à travers tout ce qui est fruits de mer et nourriture issue de la mer. On sait que le Mexique, il y a encore beaucoup un travail manuel et pas encore assez automatisé. Donc c'est pour vous un gros potentiel d'affaires et une communication vraiment bien présente sur les réseaux sociaux. Monsieur Fischer va maintenant terminer avec les différentes menaces. Et donc, merci Monsieur Couvreux, on finira ce soir donc avec les menaces. Alors vous remarquerez que les menaces, on reprend trois des principaux enjeux que vous nous aviez soumis dans le mandat, donc concernant d'abord la législation sanitaire et les risques sanitaires, comme l'exemple que l'on avait dans le mandat sur l'Europe. Au niveau de la législation, très dure sur les produits de vision à rayon X entre autres. Donc c'est d'après nous une menace, même si l'Europe, on y reviendra plus tard, ça ne sera pas la priorité. Aussi les barrières culturelles et linguistiques qui va être d'après nous le plus gros point, et on en revient dans les points améliorés au niveau de votre compagnie sur le fait d'avoir une équipe et avec des linguistes, des traducteurs et possibilité de négocier en s'adaptant à chaque pays, donc en fonction du pays qu'on va cibler. Et ensuite l'importance des devises et les fluctuations, donc là on parlait du dollar, mais par exemple dans le cas du Mexique il y aura le pesos mexicain, et après les autres monnaies, dont l'euro en Europe et le yen il sera en Chine ou au Japon. Et donc ça va être d'après nous, on va retenir la barrière culturelle et linguistique qu'il va absolument falloir surmonter dans le cadre d'une négociation à l'étranger. Et je vais laisser Monsieur Barène et Monsieur Couvreux vous parler des 5 forces de porteurs. Donc ici, les 5 forces de porteurs vont nous permettre d'analyser les différentes forces qui vont interagir avec votre entreprise. Au niveau des produits substituts, on peut voir que la conception, donc ici, c'est des productions automatisées grâce à des machines. Pour le marché du Mexique, précisément, comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment encore vraiment un savoir-faire manuel et il n'y a pas ces machines implantées. Au niveau des clients, ici c'est la grosse force qui fluctue sur cette entreprise. C'est les clients qui vont demander telle ou telle conception par rapport à la machine. Ici, l'entreprise va devoir faire du sur-mesure pour répondre à ces attentes. Au niveau des nouveaux entrants, ici les forces sont considérées comme mineures. L'intensité concurrentielle de même, vu qu'on sait qu'il n'y a pas encore d'entreprise automatique pour tout ce qui est fruits de mer. Au niveau des fournisseurs, on va s'approvisionner en matières premières, principalement par exemple avec de l'aluminium ou des procédés vraiment de l'industrie. Et nous n'avons pas pu repérer grâce aux documents fournis des menaces. Et maintenant, M. Barène va vous expliquer la plus grosse menace qui est les pouvoirs publics. Alors, les pouvoirs publics, une 6e notion pour rajouter aux 5 forces de porteurs. Les pouvoirs publics, c'est un point un petit peu négatif, comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Fischer qui a expliqué la législation européenne quant aux machines qui utilisent les rayons X. Donc vous avez beaucoup de difficultés à exporter vos produits sur le marché européen, mais aussi vos clients veulent tester vos machines. Et pour les tester, c'est sur le sol canadien de vos entreprises. Pour les tester, il faut de vrais produits. Et avec la législation canadienne, il est parfois difficile d'importer un certain nombre de produits, de types de produits qui est parfois interdit ou refusé sur le sol canadien. Ce qui entraîne des rapports avec les clients un peu négatifs, puisque certains sont réticents à acheter un produit qui ne peut pas être vérifié et testé. Merci messieurs, donc maintenant qu'on a vu la partie analyse en utilisant entre autres le SWOT et les 5 forces de porteurs,
On va pouvoir s'attaquer donc aux recommandations, donc d'abord les recommandations sur les enjeux que vous avez soumis premièrement dans le mandat, et ensuite les recommandations concernant le plan de développement pour le Mexique. Et si on peut vous dire rapidement deux petites choses que l'on verra par la suite, vous allez pouvoir dire très rapidement rebonjour au Mexique et bientôt aller faire un tour en Asie. Et donc je laisse Monsieur Barret commencer au niveau des enjeux globaux sur la recommandation concernant la barrière linguistique. Voilà, on a vu qu'il y avait des petites difficultés avec les langues, notamment au niveau de l'anglais, puisque vous travaillez avec des pays anglophones, au niveau aussi des pays hispanophones. Et parfois il est compliqué d'interagir, de négocier quand on ne sait pas parler cette langue-là. Et ce que nous recommandons pour vous, il y a plusieurs méthodes pour pallier à cela. C'est soit une formation interne, apprendre une langue, soit se déplacer avec un traducteur, ou bien engager, recruter des commerciaux qui seront dans ces pays-là, des commerciaux donc, anglophones, hispanophones, qui n'auront pas la barrière linguistique qui est très importante, encore une fois, pour une négociation. Donc au niveau de la devise, donc vous utilisez pour vos échanges le dollar américain. Et donc effectivement on a vu que ça pouvait être compliqué par moment quand on voulait faire des échanges avec des pays dont la monnaie allait être plus faible parce qu'ils allaient tout simplement pas pouvoir acheter vos produits. C'est effectivement un problème, mais nous pensons quand même que le dollar américain reste la devise la plus intéressante car la plus utilisée mondialement et effectivement celle qui aura le plus gros potentiel de conversion et donc qui va pouvoir faire en sorte que les échanges se passent rapidement et ça sera potentiellement la moins risquée. Donc quitte à la rigueur à viser peut-être premièrement des pays un peu plus gros avec un peu plus de ressources, nous vous recommanderons quand même de toujours utiliser le dollar américain, au moins pour l'instant, et vous faire un bilan à la rigueur à la fin de l'année, voir s'il y a eu d'autres fluctuations, mais nous pensons que c'est le plus sécurisé. Monsieur Varenne pour la législation. Législation en vigueur. Donc on ne reviendra pas sur les exemples mentionnés avant sur ces problèmes rencontrés. Ce qu'on vous recommande, c'est de cibler des marchés dont vous n'aurez aucune ou très peu de difficultés avec la législation. Pour accroître vos parts de marché, accroître les ventes, c'est plus intéressant pour vous. Et c'est pour cela qu'on vous recommande le marché mexicain, avec lesquels il y a très peu de problèmes avec la législation rencontrée comparée au marché européen. Et donc au niveau du service après-vente, donc la recommandation d'après nous qui était la plus pertinente, c'était de proposer directement des formations en fait, au sein de vos locaux et de permettre sous forme de tutoriels vidéo pour vos clients qui seraient à distance, de faciliter les processus de réparation, montrant directement avec vos ingénieurs ou vos techniciens les facilités de réparation et les petites techniques pour gagner du temps sur les machines en cas de problème, et ce qui éviterait de forcément peut-être dépêcher quelqu'un à chaque fois sur place. Par exemple, d'envoyer quelqu'un du Canada au Japon pour faire une petite réparation sur une machine, alors que peut-être un technicien déjà qualifié sur place avec une petite vidéo ou un petit descriptif aurait pu le faire lui-même, ça peut vous faire gagner de l'argent, mais tout du moins ne pas en perdre. Et on pense qu'au niveau du service après-vente, ça va être la recommandation de base, et on rappellera que d'après nous, c'est l'enjeu le plus important, et c'est ce qu'on verra aussi pour le deuxième point après en parlant du Mexique, et donc je vais laisser M. Barret avec les différences culturelles. Comment pallier aux différences culturelles? L'un aussi de vos principaux soucis. Un anthropologue et psychologue, Gerd Hofstede, a défini des différences culturelles. Au Mexique, il a défini par exemple des cultures qui sont où l'individualisme va contre le collectivisme. Au Mexique, ils sont plus dans une notion de collectivisme. Ils mettent en avant plus le bien du groupe, le bien de l'intérêt général que des biens individuels. Aussi, au Mexique, il y a les Mexicains n'ont pas, je vais dire, un problème de confiance avec les autres interlocuteurs, mais il faut les rassurer. Et ils privilégient les relations sur le long terme comparées aux relations sur le court terme, qui est une autre différence culturelle définie par Hofstede. Pour cela, c'est pour ça qu'on vous recommande, sur le marché mexicain, de poursuivre des négociations qui visent le long terme, les rassurer, pour pallier à ces différences culturelles.
Donc maintenant on arrive à notre fameuse méthode TS, donc je vais me décaler pour pouvoir vous présenter brièvement le tableau. Donc au niveau des 3 colonnes, en fait ça va être les 3 projets, les 3 scénarios que l'on vous soumet. Donc on a mis des noms un petit peu exotiques et originaux, donc adaptés au marché mexicain, qui permettent d'éviter des noms peut-être trop régressifs. Donc Veracruzana, Robalo et Ceviche, et donc qui vont être des plats à base de fruits de mer et de, entre autres de poissons mexicains. Donc c'est adapté à la destination donc, qui va être le Mexique. Et donc au niveau des lignes, ça va être les critères en fait, que l'on a choisis, auxquels on attribuera des notes allant de 1 à 5. Donc 1, les points rouges, ou 2 pour pas bon, et jusqu'à 4 et 5 pour bon, et donc indiqué en vert. À la fin, on retrouvera une petite équation, donc ça c'est la cerise sur le gâteau de notre méthode. Donc un calcul très simple, on va additionner les points, et ici on aura un total sur 30. Le total sera dévoilé par la suite, et je vais d'abord laisser M. Barène et M. Couvreux vous présenter et expliquer les trois scénarios. Ensuite on en choisira un, et on vous montrera. Donc ici, pour le scénario Veracruzana, au niveau du contenu du projet, nous avons mis la note de 1. Pourquoi? Ici, ça va être le projet qui va demander le moins d'efforts et le moins de ressources. Au niveau des ressources, donc ici, on a mis la note de 4. Pourquoi? Parce que ça va être celui justement qui va demander le moins de ressources, qui peut être financière, humaine ou au niveau des équipements. Au niveau de l'échéancier, pareil, on va juste aller chercher quelqu'un, l'embaucher avec une langue hispanophone et de préférence trilingue avec l'anglais et le francophone. Donc ça va vous demander que quelques mois, embaucher une personne, faire une demande d'emploi et vous l'intégrer au sein de votre équipe. Au niveau des risques, pareil, ils sont très faibles. Ici, vous ne cherchez juste qu'à embaucher une seule personne. Le retour sur investissement, du coup, sera pas très élevé. Ici, on a attribué la plus mauvaise note. Vous allez juste embaucher quelqu'un d'hispanophone pour aller emailer vraiment ce marché au Mexique. Et donc, le développement de nouvelles affaires ne sera pas très élevé. C'est pourquoi, ici, nous avons juste la note de 1. Au niveau du projet Robalo, ici, ça va être le projet qui va être dit neutre. C'est-à-dire qu'au niveau du contenu du projet, il ne sera ni trop ambitieux, ni trop faible. Ici, on va viser le juste milieu. Au niveau des ressources, donc on va allouer quand même un minimum de ressources et un minimum de projets à ça. Au niveau de l'échéancier, ici, ça va être un peu plus long. On va viser à embaucher plus de personnes, de l'ordre de 2 ou 3 personnes, dont quelques-unes qui iront directement sur le marché mexicain et qui y resteront pour rester ici au contact. Au niveau des risques, ils peuvent être plus élevés vu que ça va demander beaucoup plus de ressources. Au niveau du retour sur investissement, vu que vous allez avoir des personnes hispanophones directement présentes sur ces marchés, vous allez espérer forcément un retour sur investissement. Et je pense vraiment qu'il sera présent. Au niveau du développement des nouvelles affaires, ici nous avons juste attribué la note de 2, car nous ne sommes pas vraiment certains sur le long terme, vu que le marché mexicain vraiment demande un long terme, c'est-à-dire de l'ordre de 6 à 12 ans, pour vraiment continuer à faire des affaires. Je vais maintenant laisser M. Barène vous présenter le dernier projet. Alors, le dernier projet, Ceviche. Le contenu du projet, on a attribué la note maximale, 5. Pourquoi? Parce que c'est un projet ambitieux, avec lesquels vous pourrez réaliser beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et ça, c'est intéressant pour vous, tant que pour vos clients au Mexique, car, rappelons-le, ils privilégient le long terme. Les ressources financières, le budget va être relativement élevé, plus élevé que les 2 autres scénarios. Matériel aussi, si on décide d'avoir une succursale au Mexique, et qui dit succursale, dit aussi employer de nouveaux salariés pour faire vivre cette succursale au Mexique. Donc on se retrouve avec la note de 1, car ça demande beaucoup de ressources. L'échéancier sur le long terme, donc la note de 2, parce que voilà, il va falloir avoir une vision sur le long terme, et pour ça qu'il y a une note de 2. Le risque plus élevé que les 2 autres scénarios. Qui dit investissement dit potentiellement bien plus de risques. Mais par contre, comme vous voyez, avec le retour sur investissement à laquelle on a attribué la note maximale, on pense qu'il y aura bien plus de retour sur investissement que les autres scénarios. Voilà. Développement de nouvelles affaires. On vous recommande au Mexique d'avoir des commerciaux qui iront démarcher de nouveaux clients, proposer vos produits, les vendre, mais aussi participer à des salons de professionnels, où là vous allez pouvoir rencontrer peut-être d'autres clients, des professionnels, et ça ouvre les portes à d'autres affaires, de nouvelles affaires. Et ce dernier critère rejoint aussi le contenu du projet, car là aussi vous allez pouvoir développer d'autres projets, et c'est toute une interaction qui est très intéressante pour vous. C'est pour ça que nous avons aussi mis la note de 5 sur 5.
Alors pour l'équation un petit peu de calcul mental, Vera Cruzana a une note sur 30 de 15 sur 30. Robalo, 17 sur 30. Et Ceviche, 20 sur 30. C'est donc Ceviche qui a la note maximale. C'est donc ce scénario-là que l'on vous recommande d'appliquer pour votre entreprise. Donc maintenant, vous avez parlé donc, de l'outil marketing stratégique et opérationnel, les 5 P. Donc 5 P pour produit, prix, place, promotion et le nouveau P qui s'est rajouté il n'y a pas si longtemps et que nous aimons beaucoup au BCF Consulting Group, le People. Et donc on va commencer avec les produits. Donc pour le marché mexicain, les produits seraient en fait donc vos machines de triage permettant, surtout pour le marché mexicain, ce qui était intéressant de trier au niveau des conserves et aussi des produits bio. Donc là vous avez des spécificités, vous êtes spécialiste, donc ça serait intéressant parce que les Mexicains sont vraiment là-dessus. Avec une augmentation sur une période entre 2014 et 2018, donc un peu plus tôt que cette année, quelques années avant. Donc un taux pour les produits bio en expansion au Mexique au niveau des ventes de 15,4% et de 5,1% pour les conserves. Donc qui dit s'il y a des ventes qui sont en croissance, ça veut dire qu'il y a des distributeurs qui vont devoir donc plus distribuer et plus faire parvenir leurs produits aux consommateurs finaux, et donc ils auront forcément plus besoin de vos machines, et donc tout est lié en fait. Donc vous allez satisfaire votre client qui va satisfaire le consommateur final, et donc le consommateur final sera satisfait naturellement en suivant de vos machines à la source. Et donc Monsieur Barène, pour au niveau des prix, des marges et de l'Incoterm. Alors, les prix. Les Mexicains sont un peu réticents à payer le prix fort pour de nouveaux produits. C'est pour ça qu'on vous recommande de proposer des prix avec peut-être une marge, pour commencer, inférieure, ou baisser les coûts de production et les Incoterm, les rassurer, encore une fois, en proposant l'Incoterm X-Works qui vous engage à prendre en charge tous les risques possibles. Donc pour la place, ça sera naturellement donc, le marché mexicain. Donc pour la promotion, Monsieur Varenne. En promotion, faire valoir votre expérience. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Une première question que j'ai, vous dites le marché du Mexique, mais vous n'avez pas vraiment dit pourquoi. Qu'est-ce qui fait que le marché du Mexique en devrait? Alors en fait, au niveau quand on a trouvé des données financières externes, on a vu que le marché mexicain était vraiment intéressant. Donc on est parti du postulat de base que vous nous aviez soumis dans le mandat. Et ensuite, grâce entre autres à des chiffres du gouvernement canadien, on a vu que, entre autres, on avait dit pour le développement des ventes de poissons, donc après de conserves de poissons, c'était un chiffre assez intéressant. Et au Mexique, en plus, vous aviez déjà essayé de vendre à trois partenaires donc. Et ça n'avait pas été forcément fructueux, donc on pensait que c'était une bonne occasion de revenir vu que les chiffres, les indicateurs en fait sont au vert pour le Mexique. Et en plus, quand on vient du Canada, il y a une facilité d'échanger avec le Mexique qui fait partie de l'ALENA. Et donc ça c'est quand même réellement intéressant. Et il y aura peut-être moins de législation compliquée comme il peut y avoir avec l'Europe ou l'Asie. Donc on a pensé que le Mexique, en partant du postulat de base du mandat, serait la destination la plus intéressante. Vu qu'en plus vous avez déjà eu des contacts là-bas, c'était le plus pertinent d'après nous. Du fait qu'on n'a pas vu la dernière étape, puis bon, c'est pas le déroulement de stratégie. C'est quoi la stratégie de mise en place d'une présence au Mexique? En fait, ça serait vraiment un projet pilote. Ici, on va essayer d'aller au Mexique justement parce que c'est plus proche par rapport au Canada. Il y a l'ALENA qui est déjà présente et on va aller ouvrir, vous allez aller ouvrir une succursale là-bas. Vous allez embaucher des gens de type hispanophone et vous allez connaître cette culture et vous l'approprier pour mieux ensuite la connaître. Et du coup, ensuite, vous pourrez partir en Asie et reproduire ce même modèle. Vous allez ouvrir des succursales, vous allez embaucher des gens de là-bas et vous allez connaître leur culture. Vous pourrez vous implanter. Parce qu'actuellement, c'est vraiment ça le gros souci qui ressort, c'est les barrières culturelles et linguistiques. Comme ça, vous allez concentrer sur la force de vente, puis le service technique après. Ouais, c'est ça. Mais aussi proposer, par rapport au prix, une stratégie de domination par les coûts, en commençant par baisser les prix comparé à d'autres marchés. Donc, comme on l'a expliqué, par rapport, soit en baissant les coûts de production ou en commençant par baisser les marges, pour aussi les rassurer. Peut-être qu'après, plus tard, sur le long terme, vous pourrez peut-être augmenter vos marges en augmentant les prix de vos produits. Est-ce que vos clients mexicains connaîtront vos produits et la confiance sera là, présente, et vous pourrez jouer sur ça, ou aussi les rassurer par rapport au prix avec les Incoterm
par rapport à la prise en charge des différents risques liés au transport de vos produits sur le marché mexicain. Vous avez indiqué que vous proposez comme un projet pilote. Est-ce que vous avez décidé où est-ce que vous pouvez suggérer quel endroit au Mexique? Parce que le Mexique, c'est quand même un grand pays. Alors on avait vu, donc d'abord viser effectivement le coin de la capitale, donc Mexico, où là il y aura des grands centres et des industries liées à l'agroalimentaire, donc ça peut être une première approche intéressante. Et ensuite on a vu qu'au Mexique, pour les produits en fait bio et les produits de la mer, crustacés, fruits de mer, etc., qui vont être, qui sont très présents au Mexique avec des taux de croissance énormes, c'est souvent proposé dans les centres touristiques très luxueux comme Acapulco ou Cancun. Et donc ça peut être intéressant de proposer les machines à des fournisseurs ou distributeurs qui vont se trouver à proximité de ces centres, parce que c'est là où forcément ils vont distribuer le plus de produits et où ça va le plus partir, où c'est très réputé au niveau de la qualité de ces produits mexicains. Et nous pensions commencer vraiment par la capitale et près des zones touristiques, de toute façon il y a déjà des zones artisanales et industrielles sur place, et pouvoir s'implanter là directement et prendre directement en plus l'image d'un fournisseur pour ces distributeurs sur place, comme si vous étiez... Parce que aussi, quand vous travaillez en business to business, il est important bien sûr de prendre en compte les besoins de vos clients, mais aussi les consommateurs finaux, les acheteurs de vos clients. Et parce que c'est eux qui vont acheter les produits, c'est eux qui vont faire fonctionner l'entreprise de votre client. Donc tout ça, ça se répercute directement après sur vous. Donc il est plus pertinent de cibler une ville au Mexique, comme a dit mon collègue, près des zones touristiques luxueuses où ils vont consommer ce type de produits pour lesquels vos clients vont transformer, fabriquer, etc. Donc c'est pour ça que nous avons choisi toutes ces destinations. Avez-vous considéré d'autres stratégies de pénétration de marché à part qu'établir une force de vente puis service technique? Actuellement, c'est votre gros problème, c'est ce qui est ressorti des documents. C'est vraiment, vous n'êtes pas assez présent physiquement sur les marchés auprès de vos clients. C'est des pays, que ce soit en Asie ou ici au Mexique, comme on l'a dit, c'est du communautaire et il faut avoir confiance. Ça ne va pas marcher si vous faites juste au téléphone et par Internet. Ici, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un... Merci.